Quand on feuillette une revue consacrée à l'histoire du chemin de fer, on est étonné de voir quelle place importante occupait le tourisme dans le chemin de fer. Tenez, je prends un exemple, regardez. Vous vous souvenez tous de ces magnifiques affiches, regardez, les Vosges, les stations thermales, chemin de fer de l'Est, chemin de fer d'Alsace-Lorraine, guide officiel. Et oui, les compagnies de chemin de fer avaient des guides de tourisme officiels. Le réseau du Midi, la Côte d'Azur, évidemment, et puis n'oublions pas, vous voyez, la Normandie, avec, bien entendu, le Mont-Saint-Michel. Pourquoi? Eh bien, revenons un petit peu en arrière. 1936. 1936, c'est le début des congés payés, donc le début du transport de masse, interrompu pendant la guerre, et puis à nouveau reprise de ce tourisme populaire, de ce tourisme de masse, dans les années 50, avec la SNCF. Et les compagnies ferroviaires de l'époque et la SNCF ensuite ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à avoir en quelque sorte une clientèle captive, autrement dit à récupérer ces gens disponibles pour les amener vers les sites touristiques. Voilà pourquoi nous allons consacrer donc ce DVD à la France vue du train. Et voilà pourquoi nous sommes ici dans un site étonnant qui s'appelle la France miniature. Autrement dit ici, dans ce parc, situé à côté de Trappes, à Elancourt, banlieue ouest de Paris pour ceux qui connaissent, on a reproduit une toute petite France avec ses principaux monuments et les lignes de chemin de fer. Tenez un exemple, regardez derrière moi, vous reconnaissez la place Bellecour, avec, vous voyez, on procède à la maintenance des petits personnages, car ici on est en plein air, donc il y a beaucoup de maintenance. Au fond, Fourvière, bien entendu, et puis regardez là-bas, le chemin de fer n'est pas oublié, il y a la gare de Perrache, et puis le TGV Orange, parce que le premier TGV Paris-Lyon était orange. Donc ce numéro est consacré à la France vue du train. Un numéro, j'oserais dire, de rentrée, mais encore de fin de vacances, puisqu'il est consacré au tourisme. Donc dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, c'est La France en zigzag. Donc vous avez ici une magnifique illustration où je me trouve chez France Miniature. Je vous campe un peu le décor. Vous voyez derrière moi la reproduction du viaduc de Viorre sur le Tarn. Là-bas, c'est la gare de Rodez. Et puis là-bas, un magnifique village avec son église Saint-Hippolyte de Conques dans l'Aveyron. Ça nous donne envie d'aller le visiter. Donc la France en zigzag, c'est rien d'autre qu'un tour de France fait en utilisant tous les moyens de la SNCF, c'est-à-dire les grands trains, les petits trains, le métrique et également les autocars de tourisme de la SNCF. On part de Paris, on revient à Paris, on fait Paris-Biarritz, Biarritz-Narbonne, on va jusqu'à Nice-Menton, Menton, on remonte les Alpes, Grenoble, petite escapade à Chamonix bien entendu, pour prendre le chemin de fer, et puis après on rentre à Paris. Premier bonus, Artouste 2000, autrement dit un petit chemin de fer industriel qui a été installé pour la construction du barrage d'Artouste à près de 2000 mètres d'altitude. On est dans les Pyrénées. Ce barrage est destiné à retenir l'eau pour alimenter une usine hydroélectrique située dans la vallée qui fabriquait du courant pour la Compagnie du Midi et pour donc les chemins de fer du Midi. Et chose tout de même intéressante, c'est qu'au lieu d'avoir démonté ce chemin de fer de voie de 50 à la fin des travaux, eh bien on l'a conservé et on en a fait un petit chemin de fer touristique très prisé puisqu'il est au pied du pic du Midi d'Ossau, il est à 2000 mètres d'altitude et ce qui en fait, c'est le chemin de fer touristique le plus haut d'Europe. Deuxième bonus qui vous explique pourquoi je suis ici, le pont du Gard. Comment ça marche? Comment a été construit le pont du Gard? Et vous voyez ici à France Miniature une reproduction parfaite de ce magnifique aqueduc, parce que c'est pas un pont de chemin de fer, c'est un aqueduc destiné à alimenter la ville de Nîmes, les fontaines de Nîmes, du temps des Romains, en allant chercher l'eau à 50 km de là, à Uzès. Et les Romains n'ont pas hésité à faire un viaduc de 500 mètres de long et de près de 50 mètres de hauteur. Troisième bonus, Paris-Côte d'Azur par les Alpes. Voilà qui vous explique qu'on a changé de décor ici à France Miniature. C'est pas un décor alpestre, c'est le Massif central. Vous reconnaissez le magnifique viaduc de Garabit de Gustave Eiffel qui domine à 126 mètres la rivière et qui est magnifiquement reproduit. Donc, Paris-Côte d'Azur par les Alpes, c'est, autrement dit, Paris-Nice, mais en passant par Grenoble, Digne, évidemment, et Digne, ensuite Nice. Quatrième bonus, un homme, un métier, les 18 commandements pour devenir
chef de gare où? Regardez le cadre dans lequel je me trouve, à la gare bien entendu de Chambord, château magnifiquement reproduit ici à France Miniature. Et moi j'ai l'impression d'être Gulliver dans un monde de miniatures. Évocation de beauté naturelle ou de richesses architecturales, promesses de montagnes ou de plages ensoleillées, les affiches sont autant d'invitations au voyage. Pour lier en gerbe toutes ces fleurs, d'étroits rubans se déroulent et courent en tous sens. C'est tout un réseau d'artères qui couvre la France, qui se développe, le réseau des chemins de fer français. Le Tour de France des compagnons de jadis était une épuisante promenade éducative. Le Tour de France des chemins de fer est une permanente manifestation de confort et de rapidité. Rendez-vous à Paris, si vous le voulez bien, pour entreprendre ce voyage en long et en large qui confirmera les qualités d'un matériel toujours en progrès et l'inépuisable beauté d'un pays qui sait être tour à tour tendre ou passionné, noble ou débonnaire. Venu de l'ouest, ou de l'est, ou du nord, ou du sud, inconnu mais si vite reconnaissable, voici le touriste, qui sera notre compagnon de route. Le spectacle va commencer, le rideau se lève sur une des gares parisiennes, celle où il a débarqué. Point n'est besoin alors de héler un taxi ou de s'engouffrer dans la bouche du métro. Les chemins de fer français ont pris le touriste par la main, et ils ne l'abandonneront plus. Un service d'autocar assure la liaison entre les gares de Paris. Voici celui qui va conduire notre touriste de la gare du Nord à la gare d'Austerlitz, point de départ de son Tour de France. Peut-être serait-on tenté de suggérer au chauffeur quelques petits détours à travers la ville. Mais la flânerie dans Paris, ce sera pour le retour. L'emploi du temps est devenu ferroviaire, c'est-à-dire qu'il s'est placé sous le signe de la ponctualité. Si le touriste a cependant des inquiétudes à dissiper, des suggestions à solliciter, des précisions à obtenir, on le satisfera avec bonne humeur et compétence au bureau de renseignement, de location ou de change. S'il veut ne point perdre le contact avec sa langue natale, il trouvera à la librairie son journal et les dernières publications de son pays. L'horaire lui permet, il ne s'en plaindra pas, de dîner avant le départ du train de nuit. Apprécier la cuisine française, n'est-ce pas la meilleure façon de se préparer à découvrir la France? Le train est à quai. Il a pris son visage de nuit, et les voyageurs savent qu'ils se rapprocheront, en dormant, de leurs rêves. Et ces rêves portent un premier nom, un nom ensoleillé, où souffle le vent de l'Atlantique, Biarritz. C'est là que nous nous réveillerons demain sans avoir senti fuir les kilomètres. Les couchettes sont confortables et la chanson du rail est une irrésistible berceuse. C'est une impression merveilleuse de se préparer au sommeil alors que les paysages se bousculent dans la nuit. Si les photographies qui ornent ces compartiments s'animaient, elles diraient déjà la beauté de ces lieux que nous réveillons au passage. On entendrait les ondes de son et lumière ressusciter Chambord ou Chenonceau.
on se flatterait d'être l'homme de ce siècle qui, s'abandonnant au confort d'une couchette de première ou de deuxième classe, frôle à plus de 100 km à l'heure les ombres de François Ier ou de Diane de Poitiers. Les réalités du réveil ne sont pas décevantes. Les gestes quotidiens ont perdu de leur banalité et le rideau s'ouvre sur un spectacle plus riche que celui de la rue, les vignobles bordelais. Au bout des rails, c'est Biarritz. Paris est derrière, à 793 km. On va tout de suite au plus loin, on s'avance dans l'océan, sur le rocher de la Vierge. On pourrait s'attarder à la grande plage, mais soucieux de pittoresque, on va vite découvrir de vraies images du Pays Basque. On les rencontre en descendant vers d'autres ports et stations balnéaires réputées. Voici Saint-Jean-de-Luz, dans sa baie harmonieuse. Et voici son port, éclatant de soleil. Et puis enfin, c'est la magnifique plage d'Andaille, étalée au seuil de l'Espagne. Par un matin paisible, les volets s'ouvrent sur un beau paysage baigné de vapeurs légères. C'est l'appel des terres auquel répond le quart des chemins de fer français lancé sur la route des Pyrénées. On apprécie le confort, on admire le spectacle. Les jolis villages basques surgissent avec leurs maisons élégantes. Saint-Jean-Pied-de-Port se révèle, dans un décor de cols, de gorges et de forêts profondes, où l'on s'étonne presque de ne pas entendre les sons graves et désespérés du cor de Roland, appelant son oncle Charlemagne. Le car a repris la route et grimpe vers l'Aubisque. Au col, c'est un des plus beaux panoramas de haute montagne qui s'offre aux touristes. On y fait une halte vivifiante en contemplant les chines de cette souple chaîne des Pyrénées qui déroule d'ouest en est ses pics et ses rondeurs. On
On s'y attarde aussi en d'amicales rencontres. Puis le car remonte vers le nord. Il atteint Lourdes, qui depuis près d'un siècle est le lieu de pèlerinage le plus célèbre de la chrétienté. À 40 km de la basilique, c'est la ville de Pau, patrie d'Henri IV, et lieu de villégiature lancé au siècle dernier par les Anglais. Les jardins et les terrasses sont de vastes balcons, largement ouverts sur les Pyrénées. Ayant repris à Lourdes le train pour Narbonne, on a changé de balcon, mais le spectacle continue. Et le touriste en apprécie la diversité. Le chemin de fer monte vers le Languedoc, cette province où déjà apparaissent les oliviers et les cigales. Du fond des siècles surgit Carcassonne, avec ses murailles crénelées. On s'attarde pour voir apparaître les chevaliers en armure et les guetteurs sonnant de l'olifant. Mais on ne voit passer que le train, anachronique, qui souligne d'un trait précis cet étonnant décor. Encore un bond parmi les vignobles. Et voici Narbonne, sous un ciel de Méditerranée. Narbonne et son palais fortifié, ancien archevêché, dont certaines constructions datent du XIIe siècle. En gare de Narbonne, le Catalan, autorail rapide, assure le relais et va partir pour Avignon. On y retrouve le confort qui n'a cessé de faciliter notre voyage. On démarre à l'heure du déjeuner. Profitons-en pour constater que les qualités de la cuisine française se confirment sous tous les ciels. Voilà bien ce qui caractérise le voyageur du XXe siècle. Sa vie se poursuit sur le rythme habituel. Dormir ou manger sont des actes quotidiens que le voyage non seulement ne trouble pas, mais rend plus agréable. Car il y a toujours cette fuite de l'espace, exaltante, qui développe la joie de bien se reposer ou de bien se nourrir. Ainsi, le train file et la Camargue est là, avec ses manades de taureaux et son pittoresque. Puis, ce sont les Saintes-Maries de la Mer. Et le train file toujours, faisant jaillir les paysages comme les cailloux sous les sabots d'un cheval. Avignon, cité des papes. Le pont Saint-Bénézet, vieille ronde. En gare, le touriste trouvera aussi à s'instruire. Il y découvrira ces trains auto-couchettes qui sont une innovation récente, particulièrement heureuse. Les chemins de fer vous aident à mieux profiter de votre voiture. Ils la transportent avec vous aussi aisément que vos bagages. Et quand elle vous aura suffisamment promené sur les routes de votre choix, ils la ramèneront aussi aisément, aussi rapidement dans votre pays d'origine. Le Mistral. Savez-vous ce que c'est?
Non, ça n'est pas le grand poète provençal, ni le vent impétueux qui descend la vallée du Rhône, mais ce train, racé, qui roule à 150 km à l'heure, sans altérer la sérénité souriante des voyageurs, installés au bar et bavardant comme au coin du feu. Au terme de cette performance, il y a Marseille. Marseille, porte du large, Marseille, le grand port actif et coloré. Maintenant, coiffé d'un discret panache de fumée, le Mistral longe la Méditerranée, l'éternelle, l'inoubliable Côte d'Azur. C'est une symphonie de couleurs, de bleus profonds, de blancs éclatants, de rouges cuivrés. On entre en gare de Cannes, où la lumière est blonde et les ombres bleues. C'est dans la rade, face au port où se gonflent les voiles, que nous sentirons tout ce que le soleil apporte de vie joyeuse à ce coin de France. Ici, le confort n'est plus seulement sensation physique de bien-être, mais joie de l'esprit. Et cette joie va se développer aux fenêtres de l'autorail qui maintenant part de Cannes pour Menton. De train en car et de car en autorail, le touriste a changé souvent de fauteuil. Mais le confort et la qualité du spectacle sont immuables. Pour le voyageur, le décor est le même, aussi riche en lumière et en couleurs. Il a beaucoup servi ce décor, mais il est toujours aussi brillant, et le rocher de Monaco n'a rien perdu de son harmonieuse puissance. La plage de Menton est un terminus. On est revenu à Nice, où le service train-auto va permettre à notre touriste de manifester son indépendance. Il l'avait prévu et organisé au départ. La voiture l'attendait, il a suffi de prendre le volant, et maintenant l'itinéraire lui appartient. Évasion par des routes pittoresques. On peut respirer à plein poumon. La campagne embaume. À tel point que certains la mettent en bouteille. Gageons que l'empereur en redingote grise qui, un jour de mars 1815, poussa son cheval sur ce chemin rocailleux, désormais interdit, se souciait peu des parfums de la nature. Mais on oublie vite le passé, en ces lieux où la photo fixe le souvenir de rencontres si gracieuses. Après quoi, le touriste s'abandonnera au grandiose en contemplant les gorges du Verdon.
Il aura largement profité de son indépendance et pourra ramener sa petite voiture à Nice, devant la gare des chemins de fer de Provence, où il la quittera. Adieu Méditerranée. Le voyage du retour s'amorce. Le touriste s'est laissé reprendre par la main en toute quiétude. Pas même une légère mélancolie en contemplant les dernières images de cette Provence, noble et vibrante, blonde et parfumée, dont un miroir d'eau une dernière fois reflètera le ciel. Voici Digne. Terminus de la ligne des chemins de fer de Provence. Apparition de l'autorail panoramique qui va monter jusqu'à Grenoble. Changement de décor. Ici, tout a été conçu pour la satisfaction totale du voyageur spectateur. Le paysage s'inscrit tout entier dans de vastes baies. Sur un simple geste, la ventilation se règle à la convenance de chacun. Il n'y a plus qu'à s'abandonner au bien-être. Après Sisteron, dernière ville provençale, c'est le Dauphiné. À Serres, la montagne apparaît. Par toutes les baies de l'autorail panoramique de première ou de deuxième classe, la chaîne des Alpes se rapproche. Grenoble, jeune et gai, cerné de montagne, attend notre touriste. Celui-ci a quitté le train et va demander au quart de lui faire toucher du doigt ces géants coiffés de neige. C'est un car nerveux qui connaît les caprices de la route dès qu'elle atteint les gorges de l'Arly. Et la maîtrise du chauffeur, averti, assure une souplesse étonnante aux virages les plus rudes. Par Mégève, Combloux, Salanches, on va vers Chamonix. Le Mont Blanc, dans toute sa majesté, voit venir à lui le touriste.
traverse Saint-Gervais, un nom que l'on prononce avec un peu de regret, car c'est ici que nous prendrons plus tard le train pour Paris. Pour l'instant, remercions le car de ne point s'y arrêter et de nous conduire directement en gare de Chamonix. Nous y voici. Point d'émotion apparente sur le visage du voyageur. Tout a été si facile, de rail en route depuis le départ de Paris. On s'est laissé porter en faisant le seul effort de monter ou de descendre. Et l'on trouve tout simple d'être au pied du géant. En ces lieux qui, il y a moins de 2 siècles, inspiraient les plus vives terreurs. Le train de Chamonix, rouge et blanc, semble, à l'échelle du décor, un joli jouet qui se glisse dans la vallée. On peut ainsi courir jusqu'à la frontière suisse, à Valorcine. Et notre touriste peut alors avoir l'impression d'être lui-même un objet de curiosité, car le Mont Blanc est partout, toujours présent, qu'il regarde. De cette confrontation, le voyageur pourrait se sentir humilié, il ne sera que pénétré de mélancolie. Car le petit train quitte maintenant Chamonix pour le ramener à Saint-Gervais-le-Fayet, où l'attend le train de Paris. Et les dernières images y gagneront une majesté toute romantique. À Saint-Gervais-le-Fayet, les longs wagons d'acier réapparaissent. Ils expriment force et puissance, on y retrouve le décor d'un grand voyage, celui qui propose détente et méditation. Dernier regard, en plissant les yeux pour mieux conserver sous les paupières l'éclatante limpidité du lac du Bourget, immortalisé par Lamartine. L'esprit comblé, notre touriste pourra goûter à des joies plus matérielles. Même au terme de ce voyage solitaire, il pourra s'essayer à communiquer ses impressions à quelques sympathiques voisines de table. Ainsi s'achèvera ce rapide tour de France, qui, entre la couchette du départ et le restaurant du retour, ce sera tout entier inscrit sous le signe du confort et de la vitesse. Une gare parisienne va boucler le circuit. 3000 km de rails et de route. C'est peu pour avoir fait si riche moisson d'images entre les flots de l'océan et les cimes alpestres. Sans transition brutale, le relais toilette de la gare va permettre aux touristes de reprendre contact avec la ville.
rafraîchi de pied en cap, il pourra partir vers d'autres découvertes. Paris est là. Fatigué du tumulte des villes et des routes, je me suis retrouvé avide de repos, de distraction et de paysage dans l'un de ces calmes petits trains, hélas si méconnus. C'est ainsi que j'ai découvert la vallée d'Ossau et sa petite capitale, la Reims, à une quarantaine de kilomètres au sud de Pau. Nous étions un 15 août et j'avais appris dès mon arrivée par d'immenses affiches que j'allais assister à la plus grande fête de l'année. Réaction contre les intrusions du modernisme, attachement aux coutumes, voire à une forme d'esthétique héritée du fond des temps, les traditions locales y sont encore très vivaces. Religieuses ou profanes, recueillis ou exubérants, chants et danses vont se succéder. Chacun tient tout d'abord à vénérer la patronne du lieu et à s'en acquitter du mieux qu'il sait. Après les vénérations, cœur dispo et jambes alertes, on peut aller danser. Chacun, fille ou garçon, possède chez soi son beau costume, et comme on aime s'en revêtir en toute occasion. Ossau toujours, tel est le fier nom de cet important groupe qui anime toutes les manifestations locales. Les instruments typiques de l'orchestre sont cette sorte de table à cordes, appelée tambourin, et la flûte à 3 trous tenue par le même musicien. Tout est simplement vrai. Costume, danse et musique s'allient dans la plus parfaite harmonie. Toute simple aussi, mais combien amusante, la course de vaches à laquelle j'assiste l'après-midi. Non, ici, pas de mise à mort. Selon le rite landais, écarteurs et sauteurs rivalisent de prouesse. Les vaches connaissent bien leurs adversaires
et finissent par justifier une appellation, ma foi, assez bien contrôlée. Pour les amateurs, les bêtes sont emboulées. Il n'empêche que les contacts, parfois, sont assez rudes. Mais déjà, je pense à demain. Car ces divertissements, pour aimables qu'ils soient, ne font que préluder à l'excursion que tous m'ont recommandée, celle du lac d'Artoust. À l'heure dite, le correspondant de la SNCF prend en charge les touristes venus, comme moi, par le train. Les estivants des stations voisines ne sont pas oubliés. Bien d'autres, affluents de partout et par tous les moyens, vont comme nous découvrir Artoust. Notre car, sans perdre de temps, part à l'assaut de la montagne. Sans cesse, des sites d'une extrême beauté vont défiler sous nos yeux, cependant que nous faisons un premier bond de 600 mètres. Nous voici rendus à la station inférieure du téléphérique. Pardon, des téléphériques d'Artoust. Car la SNCF, ici comme ailleurs, flirte avec la vitesse. Le plus moderne des transporteurs aériens est venu, depuis peu, au secours de l'inusable ancien, devenu insuffisant. Le temps de prendre mon billet, et me voici parti vers les cimes à plus de 6 mètres par seconde. Après 4 minutes, les yeux si émerveillés qu'ils ne savent sur quoi se poser, nous parvenons, après un bond de 900 mètres, à la station supérieure de la Sagette. Là nous attend le clou de l'excursion, son attraction majeure. Un chemin de fer, oui, un chemin de fer unique en Europe qui, pour notre plaisir, nous fera connaître les sensations les plus diverses, les plus belles, les plus vives qui soient.
Sur 10 kilomètres va défiler sous nos yeux l'un des plus grandioses panoramas de cime des Pyrénées. Les vaches sont ici en liberté et ne se contentent pas toujours, à l'égard de notre train, du rôle passif de leur concert de la plaine. De temps à autre, notre convoi croise, grâce à des voies de garage, réparties le long du parcours, les rames qui déjà reviennent. Rien de plus facile que d'échanger ses impressions. Par la voix ou le geste, tout le monde exprime les mêmes. Et avant tout, le ravissement. De la petite gare d'arrivée, par un sentier facile qui me permet, pour mal chaussé que je sois, de me croire un instant montagnard chevronné. Après quelques minutes de cette promenade, voici sous nos yeux le lac d'Artoust, altitude 2000. Mais les intrépides iront à la rencontre de surprises plus délicates et rares. Quelle joie de cueillir dans les pentes abruptes des edelweiss bien plus beaux que partout ailleurs. Quelle joie de surprendre, dans leur beau pelage d'été, et si merveilleusement alertes, les isards que ne traquent pas encore les barbares chasseurs. Hélas, inexorable, l'heure du retour va sonner. Dans le train qui me ramène, plein d'air pur, de soleil et d'inoubliables visions, je ne pense plus qu'à ceci. Revenir pour redécouvrir une fois encore dans le plaisant voyage du pittoresque petit train l'imposante grandeur de ces merveilleux paysages qu'on ne se lasse pas de regarder.
Nous sommes ici au temps des Romains. Le problème des Romains était d'alimenter les fontaines de la ville de Nîmes en eau courante. Où chercher cette eau? Eh bien, à 50 km de là, à Uzès, c'est-à-dire là-bas, dans la montagne. Mais pour la ramener à Nîmes, eh bien, il a fallu construire un aqueduc de 50 km avec de nombreux ouvrages d'art. Et parmi ces ouvrages d'art, le pont du Gard est le seul resté, par miracle, indemne. Le problème pour les Romains était le suivant. Comment franchir une vallée, 500 mètres de large, pour franchir un cours d'eau qui ne faisait que 50 mètres? Eh bien, il a fallu faire ce pont, 500 mètres d'ouverture sur 50 mètres de haut. Un travail pharaonique. Pharaonique, pas tant que cela. Je dirais, c'est l'ancêtre des chantiers modernes de construction. Pourquoi? Parce que d'abord, chaque bloc de pierre est numéroté et extrait d'une carrière à 800 mètres du chantier. Ensuite, les moyens de levage utilisés sont très simples. Regardez, ils sont ici reconstitués dans ce musée du Pont du Gard qui est étonnant, qu'il faut absolument visiter. Ce sont des bigues qui ont été utilisées d'ailleurs jusqu'à la machine à vapeur. Quant à la construction, elle est d'une logique. Chaque bloc de pierre est mis en place et numéroté. Ensuite, pour faire les voûtes, qui étaient des records pour l'époque, la technique, très simple. Un encorbellement. Là-dessus, on place un échafaudage en bois. Sur cet échafaudage en bois, on place les blocs de pierre qui sont numérotés. Le tout sans mortier. Ça mérite un grand coup de chapeau. Et tout cela, je vous le rappelle, pour alimenter en eau les fontaines publiques de Nîmes. Mais il y avait les ouvrages d'art, comme le pont du Gard, mais il y avait également l'aqueduc, c'est-à-dire le canal d'Amné, qui serpente dans la montagne, dont vous voyez ici encore un vestige. Pharaonique, les travaux. Seulement voilà, au départ, l'aqueduc débitait 40 000 mètres cubes d'eau par jour. 5 siècles plus tard, ce n'est plus que 15 000 mètres cubes, autrement dit un filet d'eau. Point de départ, je vous le rappelle, 1,20 m de large. Point d'arrivée, 40 cm. Pourquoi? Regardez les parois. Là et là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, des dépôts de calcaire. Comme quoi, vous voyez, les Romains avaient pensé à tout, sauf à ça. Catherine, qui s'empresse tant, est encore plus joyeuse que pressée. Voilà de l'allégresse, un souffle court bien proche de l'émotion, qui veulent dire en langage clair, en langage précis et concis du télégraphe, « Cher papa, examen passé, stop. Suis reçu, ouf. Pas fâché, stop. Lettre suit, Catherine. » Catherine est ma fille unique. C'est dire la fierté non partagée que j'éprouvais et qui me fit câbler immédiatement à Paris du stop au stop, du tac au tac. Bravo Catherine, bien content, t'offre un voyage en France, te rejoins illico. Voyager en France, c'est avoir l'embarras du choix. J'opte d'aller de Paris à Nice par les Alpes. Il ne me déplaisait pas de refaire ce trajet, je l'avais déjà fait sans Catherine, trop prise alors par ses études. Nous sommes projetés vers notre récompense, cinglant vers le midi dans le confort des vacances. Il ne manque pas un guide, pas un billet, pas un horaire, pas un ongle qui pour la fête ne fût verni. La France et son midi peuvent défiler devant nous. Les voyages forment la jeunesse et creusent les estomacs. Moutarde de Dijon, saucisson de Lyon, truite à la grenobloise et pommes dauphinoises, le menu jalonne le chemin et trace notre itinéraire. Quand sur la table apparaît une bouteille de vin de Bourgogne, le paysage à l'unisson déroule des vignobles, énumère des crus que les palais de connaisseurs ont depuis longtemps consacrés. Lyon, planté entre deux fleuves, Lyon c'est encore sérieux.
C'est encore la ville. C'est un rappel de ce que nous quittons. Après Lyon, le paysage présente à chaque tour de roue un aspect nouveau et inattendu. Il ne faut pas être distrait. La grande attraction va bientôt surgir, la montagne. Il ne faut pas manquer son apparition. Il faut la saluer, car elle va enchanter une partie de notre voyage. C'est à Grenoble qu'on approche de la montagne. Notre curiosité de touriste ne tient qu'à un fil de 700 mètres. Un fil qui enjambe l'Isère et nous hisse d'un saut au fort de la Bastille. Rares sont les villes qu'on peut voir tout entières d'un seul regard. Grenoble est de celle-ci. Le Mont Blanc rougit au dernier feu d'un soleil moribond. Notre monde bascule. La ville et ses 1000 lumières attirent seules l'attention. Grenoble offre aux touristes d'innombrables excursions. Parmi toutes ces tentations, il faut faire un choix. Le nôtre est fait. Les bouleaux, les ormes, les sapins défient la pente par leur rectitude et nous font une belle conduite forestière. Dans cette forêt, on oublie la roche et soudain elle surgit, dressant le pic de l'œillette. Refaire un voyage connu, cela permet d'étaler son savoir et je peux pérorer. Un jour de l'an 1084, le moine Bruno s'en vint à Chartroux, sans se douter que grâce à lui, Chartroux, devenant Chartreux, allait donner son nom à un monastère, un massif de haute montagne, une liqueur mondialement connue et une race de chats. En redescendant sur la capitale du Dauphiné, nous faisons un détour. Le fort de Saint-Hénard, un nid d'aigle qui, de ses 1300 mètres, surplombe la vallée et permet de voir Grenoble sous un aspect encore différent. Les citadins aiment la neige car ils ne la connaissent pas blanche. Or, les yeux levés, nous découvrons nos premières neiges sur le massif de Beldonne. Pour aller retrouver cette neige, il faut prendre des routes audacieuses, celles qui savent l'approcher. Et nous revenons à Grenoble, plaque tournante, pour en repartir. D'autres horizons nous attendent. Nous changeons de véhicule. Nous abandonnons la route pour la rigueur du rail, mais un rail justement fait pour le paysage. Un rail ouvert sur le décor, largement offert, pour que nul n'en ignore. Le tracé de ce rail lui-même est de grand intérêt. Se coulant dans les vallées, les franchissant d'un léger viaduc, contournant un mont ou le transperçant d'un tunnel.
Les Alpes du Dauphiné, que j'avais presque ignorées lors de mes précédents voyages, ont maintenant une structure, un visage, grâce au large horizon ouvert autour de nous. Nous emportons un dernier aspect des Hautes-Alpes. Le mont Aiguille, dressé par un géomètre, nous fait un dernier bout de conduite. En atteignant Sisteron, nous abandonnons les Grandes Alpes. À Sisteron, il nous vient un soleil qui semble rire au lieu de sourire. À Sisteron, la lumière à l'accent du midi. On entre en Provence. C'est à Digne que nous quittons la SNCF pour passer sur le réseau des chemins de fer de Provence. Et l'autorail lui-même a changé de couleur. Quand on est en voyage, on se découvre soudain en vacances dès qu'on est en Provence. C'est peut-être la couleur du ciel, ce sont les fleurs en profusion. En Provence, l'austère devient plaisant, et le plaisant devient tout le charme de la nature. Ici, le Verdon coule, au creux d'une impressionnante vallée. Là, des villages miniatures s'agrippent aux collines, se blottissent autour de leurs clochers, tels Entrevaux et Touette-sur-Var. Après la discrète saveur de son arrière-pays, la Provence frappe les 3 coups. Le rideau s'ouvre, c'est le coup de théâtre de la Côte d'Azur. Après l'écart, les autorails, nous nous offrons un peu d'indépendance et notre voiture sans chauffeur va nous permettre de flâner. Je concède à Catherine la visite d'un port tranquille. Je cède à son envie de voir glisser sur l'eau 2 planches de bois surmontées d'un homme en équilibre instable, et je parviens à mes fins, plus prosaïques sans doute, mais aussi délicates, une bouillabaisse. Et je constate que Catherine est aussi sensible que moi au feu de rascasse et d'ail, de fenouil et de safran qui met au palais le plus délicieux des incendies. De retour à Nice, les tentations ne manquent pas. Chaque destination est un haut lieu touristique. Le Cap Ferrat, Èze permettent d'admirer le bleu de la mer, la richesse de la végétation, l'éclat de la côte. On nous annonce maintenant l'arrivée à la Turbie. À la Turbie,
Les pierres sont encore le témoignage du passé. Et dans les ruelles du Vieux-Bourg, on oublie facilement l'heure, l'année, le siècle où l'on vit, tant est profond le dépaysement. La principauté de Monaco est un État de 150 hectares qu'on peut dire privilégié. Cet État a son port, cet État a sa plage. Il ne lui manque que l'espace, mais il s'en passe. C'est un monde en miniature. On y cultive les plus rares plantes tropicales. On y élève les poissons les plus rares du monde. Son casino fait et défait des fortunes sous un habit tout de blancheur et de pureté. Menton, c'est le bout de la France. Menton, c'est une plateforme pour l'Italie, ou bien c'est un arrêt, la fin d'un voyage. Pour Catherine et pour moi, c'est la fin du voyage. Et nous avons soudain besoin de preuves, de témoignages. C'est le moment des souvenirs, des petits riens brillants et des cartes postales. Le voyage touristique est terminé, c'est le retour rapide vers Paris. Les criques s'arrondissent et les plages tour à tour se révèlent. Golfe-Juan, le Tréas, Antéor, Bandol, des noms qui semblent toujours peints de neuf et nous font une haie de joie et de vacances. Le soleil, discrètement vers la fin de la soirée, s'est voilé. Nous avons ainsi moins de regrets de le quitter. Bientôt, dans notre pays, nous retrouverons la vie et les soucis de tous les jours. Catherine, récente diplômée, aura des responsabilités nouvelles. Mais ce voyage, elle n'est pas près de l'oublier. Sourit-elle dans son sommeil aux paysages entrevus, aux heures qu'elle vient de vivre? À quoi rêve-t-elle? À l'avenir peut-être. Et ne souhaitant qu'une chose, et qui l'a fait sourire en dormant, refaire ce voyage en France et le plus tôt possible, revenir. Avoir la vocation. Être ponctuel. Avoir la bosse du commerce. Je crois qu'on va y place. Le sens de l'orientation. Et celui de la mesure. Posséder le dynamisme d'un brasseur d'affaires. Avoir été un bon élève en arithmétique.
Savoir encaisser. Prendre le taureau par les cornes. Et, si possible, ne pas créer d'embouteillage. Être sportif. Savoir aiguiller. Faire preuve d'initiative durant les grandes manœuvres. Appliquer les règlements de sécurité même quand il s'agit de choses sentimentales. Être aussi sceptique qu'un collectionneur. Se moquer de comparaisons faciles venant de personnes mal informées. Faire en sorte d'être un jour nommé chef de gare. Et mettre fin à une légende aussi désobligeante que gratuite.